Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 25 minutes pour parler des jeunes et l'histoire, pour parler des jeunes et la politique. Il y a l'élection européenne de dimanche, le 9 juin. Il y a des chiffres, 18-29 ans, 31% des jeunes disent vouloir aller voter. C'est peu, c'est extrêmement peu. Pourquoi ? Il y a un instant, j'avais un auditeur qui nous disait de Rouen, 24 ans, qui nous disait « Mais moi, tous mes amis ne savent pas qu'il y a une élection européenne dimanche ». Pour parler des jeunes et de la politique, nous avons Emma Rafovitz avec nous, présidente des jeunes socialistes, membre de la liste du PS Place Publique aux Européennes. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également Pierre-Romain Thionnet, qui est directeur national du RNJ, le mouvement de jeunesse du Rassemblement national, membre de la liste de Jordan Bardella. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Ça vous surprend ? La réaction entendue il y a quelques instants, quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. Je pense que c'est un discours qu'on entend assez souvent. C'est vrai, beaucoup de jeunes se sentent éloignés de la politique, parfois le sont, mais c'est notre combat, et je dirais à nous, jeunes socialistes, d'aller sur le terrain, d'aller parler de la politique, d'aller parler de démocratie. Oui, mais pourquoi sont-ils éloignés de la politique ? Pourquoi sont-ils ignorants même qu'il y a une élection européenne dimanche, alors que tout le monde en parle ? Mais je pense qu'on a besoin de réenchanter la démocratie, de redire que la vie politique, la politique, les élus, nous demain au Parlement européen, on est capable encore de changer la vie. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gouvernements successifs qui parfois ont déçu, et c'est un peu notre boulot, à nous, nouvelle génération de responsables politiques, de convaincre du contraire. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mais je crois qu'on peut aussi voir, il y a quand même quelque chose de positif dans cette élection européenne. Il y a certes quand même un fort taux d'abstention, mais qui touche non pas seulement que les jeunes, le fait qu'un Français sur deux aille voter. Les jeunes plus que les autres. Les jeunes plus que les autres, mais les jeunes moins que d'habitude. Je crois que là, il y a quand même quelque chose de positif. S'il y avait une lente dégradation de l'envie de participer aux élections depuis 20-30 ans, ce serait foncièrement inquiétant. Or, ce qu'on observe, c'est que par rapport à 2019, il y a une progression de l'intérêt pour cette campagne et de la volonté de participer. Il y a une moindre abstention qui est prévue. Et je pense que là, les gens s'intéressent assez tardivement, souvent à la campagne européenne, dans cette dernière semaine. Donc, il est possible qu'on atteigne encore des chiffres de participation un peu plus élevés d'ici à dimanche. Donc je crois qu'il y a bien sûr, on ne peut pas s'en satisfaire, mais le fait qu'il y ait un regain d'intérêt pour ces élections montre que ce n'est pas en fait l'élection en soi qui désintéresse les jeunes ou les Français en général. C'était peut-être la manière, donc peut-être qu'elle n'était pas assez politisée ou on ne comprenait pas assez les enjeux. Alors je pense que dans cette campagne, les enjeux ont été mieux posés. Il y a eu des affrontements plus directs aussi, de projet contre projet. Et je pense aussi, mais là on entrera peut-être dans le fond du sujet après, c'est qu'il y a des thèmes très important où chacun sent bien qu'il est très concerné par ce qui sera décidé à l'échelon européen et que ça a eu un impact sur l'envie de participer à ces élections. Bien, alors parmi les thèmes, il y a évidemment l'Europe de la défense, il y a la situation internationale, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, demain, on va beaucoup parler de cela à l'occasion de la commémoration du 6 juin 1944, 80 ans de ce débarquement, les 80 ans de ce débarquement. Le président Zelensky sera là, président ukrainien, Vladimir Poutine, la Russie. Vladimir Poutine n'a pas été invité, logique. Logique. Bien sûr que c'est logique. Quand aujourd'hui, on célèbre cette date, ce 80e anniversaire qui marque un jour si important pour nos libertés, pour notre démocratie, pour la paix, je pense qu'on ne pouvait pas accueillir en Normandie quelqu'un qui aujourd'hui a des volontés impérialistes sur l'Europe, sur la France également, et dire qu'on veut aujourd'hui être aux côtés de l'Ukraine me semble être important. Logique. Logique et inéluctable pour plusieurs raisons. En effet, il y a le contexte de guerre aujourd'hui, qui fait qu'évidemment, il aurait été extrêmement compliqué, voire, je pense, difficilement explicable que Zelensky soit à côté de Vladimir Poutine lors de ces commémorations. On les imagine assez peu se serrer la main ou être côte à côte sur une photo alors qu'il y a la guerre fait rage en Ukraine en ce moment même. Et aussi pour des raisons aussi juridiques, il y a un mandat d'arrêt qui est sur la personne de Vladimir Poutine, la Cour pénale internationale. Donc s'il posait le pied sur le sol français, il y aurait eu aussi tout un tas de polémiques ou de décisions
à prendre. Vous regrettez qu'il ne soit pas invité ? Non, je ne crois pas. La question ne se pose pas pour Vladimir Poutine. En revanche, c'est le 80e anniversaire du débarquement. Et certes, même s'il n'y aura pas de représentation russe et si Vladimir Poutine n'est pas présent, il ne faudra pas oublier tout de même de souligner l'effort conjoint qu'il y a pu avoir entre les alliés il y a 80 ans. Parce que l'ouverture de ce nouveau front en Normandie a été finalement le parallèle avec le combat qui a été mené contre l'Allemagne nazie à l'est de l'Europe par l'URSS. Oui. Donc, même si on ne peut pas aujourd'hui recevoir Vladimir Poutine, ne travestissons pas l'histoire et je pense que c'est important ce jour et dans les commémorations de souligner qu'il y a eu un effort conjoint d'alliés, même si ensuite il y a eu une séparation. Il y a deux choses. Staline avait demandé effectivement l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Oui. Deuxièmement, il n'y a pas eu de Russes qui ont débarqué le 6 juin, qui ont participé à la bataille de Normandie. Moi, donc il faut être très clair, sans porter aucun jugement. Oui, Emma Rafovitz. Non, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez insensé dans ce que j'entends de la part du Rassemblement national. Aujourd'hui, quand on a sur votre liste Thierry Mariani, des soutiens de longue date de Vladimir Poutine, de Bachar el-Assad ou d'autres impérialistes, dictateurs, autoritaires, moi, je vous avoue que votre double discours, je ne le comprends plus et personne ne le comprend. Quand on est des vrais patriotes et des Mariani Européens... dit quand même que la Russie n'est pas une menace pour la France et l'Europe. Oui. Le contraire de ce que dit Jordan Bardella et de ce que dit Marine Le Pen, qui était là hier. Non, mais patriote, Jordan Bardella qui a été amené, on l'a interrogé à peu près à chaque intervention médiatique ces derniers temps, expliquant qu'il n'avait pas la même position que Thierry Mariani sur ce sujet. Et pourquoi il l'a sur sa liste alors ? Honnêtement, il y a quelque chose d'incompréhensible alors que nous sommes, nous aussi, en tant que Français, en tant que patriotes, en guerre, en opposition avec Vladimir Poutine, avec la Russie, parce qu'il faut le rappeler, quand la milice Wagner attaque nos soldats en Afrique, quand des mains rouges sont peintes sur le mur des Justes à côté du mémorial de la Shoah par des poutinistes. Nous sommes nous-mêmes attaqués dans notre démocratie et dans notre modèle hybride. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a ce double discours du RN ? Le vernis commence à s'écailler et honnêtement c'est problématique. On peut revenir sur ce sujet. Moi je vous dis que la position, vous l'avez rappelé à la fois Marine Le Pen, Jordan Bardella, elle est très claire. Maintenant, vous parlez de double discours, moi aussi on peut vous le reprocher aussi. Allez-y. Parce que précisément, lorsqu'on fêtait le 70e anniversaire du débarquement, qui était notre président de la République à l'époque ? Je crois qu'il était du Parti Socialiste, François Hollande. Il me semble qu'il n'avait-il pas invité Vladimir Poutine ? Nous étions après l'annexion de la Crimée. Mais on l'a invité à Ouistreham sur les plages françaises. Est-ce que avez-vous évolué sur ce sujet aussi ? La question, c'est que aujourd'hui, ça ne vous posait pas de difficulté. Aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, les socialistes, nous sommes intraitables sur le sujet des impérialismes au niveau européen. Je suis très content de vous entendre dire aujourd'hui, parce que chacun a le droit aussi de prendre en compte le contexte international et d'évoluer sur ses positions. Nous n'allons pas recevoir de leçons de démocratie de votre part. Enfin, sincèrement, vous êtes des patriotes de pacotille, vous nous vendez dès maintenant aux Russes, c'est problématique. Mais pourquoi pas faire preuve d'honnêteté ? Nous, on a l'honnêteté de reconnaître que nos positions étaient évoluées, qu'on a pris compte aussi de la façon dont Vladimir Poutine a déployé davantage ses cartes sur la table. Si Thierry Mariani est sur votre liste, c'est bien que votre position n'a pas évolué. Nous disons clairement qu'il y a une naïveté collective et on se met à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que Thierry Mariani est sur votre liste ? C'est pour les autres personnes de faire le même constat. Pourquoi est-ce que Thierry Mariani est sur votre liste si vous avez évolué ? Écoutez, Thierry Mariani est sur notre liste. Il a une sensibilité différente sur la question. Il n'empêche que notre position officielle est très claire. Ce sont des prises de position différentes. Oui, tout à fait. Mais bien. Alors, il y a une ligne qui est claire. Et je rappelle que c'est François Hollande qui a arrêté aussi de vendre des navires à Vladimir Poutine et à la Russie. Quelle leçon de l'histoire, vous jeunes, vous tirez de ce qui s'est passé en 1944 J'ai un rapport à cette histoire qui est très profond. Moi, je viens d'une famille qui est arrivée en France pour fuir l'antisémitisme, qui a résisté aussi, des résistants communistes, et qui se sont battus pour la paix et pour la France quand parfois la France disparaissait. Alors moi, aujourd'hui, je suis très reconnaissante, mais comme à chaque commémoration, à chaque célébration de ce jour du débarquement, c'est un moment qui est important parce qu'il nous rappelle que certaines se sont battues. Se sont battus pour la France, se sont battus pour la démocratie en Europe, se sont battus pour nos valeurs. Et aujourd'hui, alors que oui, les totalitarismes reviennent, que l'extrême droite est en embuscade, je pense qu'il faut dire avec force que ces combats, les combats des résistants et cette mémoire-là, il faut qu'on puisse la perpétuer et la raconter à nouveau. Aujourd'hui, moi je pense à toutes celles et tous ceux qui ont été déportés, qui sont morts. Et je pense que commémorer cette journée, c'est aussi se souvenir, mais aussi être obligé d'honorer cette mémoire au quotidien. Pierre Romain Thionnet.
Oui, je crois que c'est fondamental. Et nous avions à cœur aussi, il y avait la journée nationale de la résistance il y a quelques temps aussi, il y a 2 semaines. Et c'est en effet, pour nous, c'est toujours un modèle. Et je crois qu'il est important de faire continuer à perdurer le fait d'honorer ces héros, cette mémoire-là, cette mémoire de la résistance, car bientôt il y aura peut-être plus personne pour en témoigner. Je pense que d'ici quelques années, évidemment, il n'y aura plus de témoins de cette époque qui pourront raconter aux générations. Donc, ce sera l'œuvre de l'histoire et à nous de transmettre cette mémoire-là. Et je crois que il y a eu différents types d'engagement dans la résistance dès 1940. Certains l'ont fait pour des idéaux très différents. Il y avait en effet un combat qui était plutôt antifasciste ou communiste, mais qui est arrivé plutôt après le déclenchement de l'opération Barbarossa. Il a fallu attendre souvent 1941 pour cet engagement dans la résistance, mais dans l'engagement précoce dans la résistance sur le territoire national, il y avait aussi des gens qui étaient profondément patriotes jusqu'au bout des ongles et pour qui c'était insupportable que le pays soit occupé et ne soit plus libre et souverain. Et c'est souvent ceux qui ont fait le choix de rejoindre très, très tôt le général de Gaulle à Londres et de mener le combat à l'extérieur qui était devenu difficile à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois vous êtes sur un révisionnisme fou. Je veux dire, vous êtes sur du révisionnisme qui est absolument dingue. Aujourd'hui, les patriotes qui se sont battus, c'était Jean Moulin, c'était la gauche, ce sont les gaullistes, ce sont des personnes qui se sont battues justement parce qu'ils étaient patriotes, parce qu'ils aimaient la France des Lumières, la France de la Déclaration des droits de l'homme. Votre histoire, c'est celle de Pétain. Ce n'est pas l'histoire des résistants. Et moi, ce que je pense sincèrement, c'est que aujourd'hui, plutôt que d'essayer de faire de la réappropriation, de l'appropriation de l'histoire résistante, vous feriez mieux de vous regarder dans un miroir, de faire acte peut-être d'abnégation, mais de réaliser que cette histoire-là, honnêtement, ce n'est pas la vôtre. Ce qu'on célèbre aujourd'hui, votre histoire, c'est celle d'avoir été du mauvais côté de l'histoire. Bien. Si je peux me permettre de répondre très vite. Très vite. Allez-y. Mais on peut entrer dans un débat d'histoire, ça tombe bien. C'est là où j'ai une formation d'historien, donc avec grand plaisir, on peut venir sur le terrain de l'histoire, mais on peut faire l'histoire aussi, l'archéologie des socialistes, dans la façon dont à la fois ils ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, la façon dont certains ont travaillé au plus près du général. Non, mais je veux dire, c'est grotesque. Non. Mais socialistes. Mais franchement, quand aujourd'hui on sait qui sont les socialistes, comment la SFIO aussi s'est fondée, comment est-ce que les socialistes ont été du côté vous êtes du bon côté de totalement l'histoire. Dans cette période-là, tout le personnel socialiste de la 4e. Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous entendez? C'est pour ça que je le dis. Et personne n'y croit. Je veux dire, honnêtement, passer à autre chose, mais aujourd'hui, vous auriez le fait de vous cacher. C'était pas votre journée pour parler à la radio. Il y a un certain nombre de la résistance, dans le comité national de la résistance. Donc je veux dire, c'est pour ça que je disais en introduction, je trouve ça grotesque de vouloir rejouer cette histoire et de l'instrumentaliser. On ne la rejoue pas, c'est aujourd'hui qu'on la célèbre. Que tout le monde s'est déshonoré et tout le monde s'est honoré. Tous les courants politiques. Tout le monde est gentil, 9h46, on se retrouve. On va dépasser cela, on va parler de la présence de Zelensky. Est-ce que Emmanuel Macron instrumentalise ou pas ces cérémonies? Bon, il est président de la République. Hein. On est le 6 juin, 80 ans après, il a le droit peut-être de recevoir, sûrement même de recevoir des chefs d'État et de gouvernement. Maintenant, est-ce que, avec la présence de Zelensky, demain, avec une succession de prises de parole, est-ce qu'il n'instrumentalise pas l'élection européenne et il n'instrumentalise pas ces événements? Mais on va en parler dans 2 minutes. Il est quelle heure? 9h47. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h moins 10. Demain, le président ukrainien, enfin il sera là aujourd'hui, mais il sera là pendant 2 jours. Demain, il va s'exprimer à l'Assemblée nationale. Le président ukrainien Zelensky sera là. Emmanuel Macron va beaucoup parler aujourd'hui, à juste raison. Ce soir, à la télévision, aux 20h, sur TF1 et France 2, demain encore, et après-demain. Est-ce qu'il instrumentalise cet événement, cette commémoration? Qu'en pensez-vous, Pierre-Romain Thionnet? Alors, j'espère qu'il ne le fera pas, tout simplement, puisqu'on a évoqué les enjeux de mémoire et d'histoire. Je pense que c'est aussi un moment d'unité nationale très, très important.
Et donc j'espère que sur ces sujets-là, sur ce thème-là qui doit rassembler la mémoire et l'unité nationale, il n'y aura pas d'instrumentalisation politique. Ensuite, il faut bien séparer deux choses. Le fait que le président ukrainien vienne à l'Assemblée nationale, ça me paraît quelque chose de normal et tout à fait légitime. Ensuite, ce qui sera plus dérangeant, c'est plutôt la façon dont le président de la République va monopoliser finalement la parole avec les moyens de l'État, en monopolisant les 20 heures 2 jours avant l'élection. Même si la parole est décomptée. Hein. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est cet engagement du président de la République les 2 derniers jours. En plus, vous le savez, selon les règles, à partir de demain soir, les listes candidates ne peuvent plus s'exprimer aussi politiquement. Donc c'est vrai que c'est plutôt cet engagement-là qui sera dérangeant. Ensuite, que le président ukrainien Zelensky soit présent en France, ça, il n'y a pas de difficulté. J'oublie Zelensky, mais Emmanuel Macron parle à 20h sur TF1 et France 2. Vous dites attention. Vous ne comprenez pas cette prise de parole Non. À l'occasion du 6 juin 2024. Je ne pense pas 80 ans après. Ah non, je ne pense pas que c'est pour ça qu'il s'exprime ce soir. Je pense qu'il va parler aussi de l'enjeu des européennes. Et donc c'est là-dessus où il y aura sûrement un engagement politique. Est-ce que l'Europe est menacée en général, l'Europe est menacée. Oui, bien sûr, à divers égards, elle est menacée, oui, tout à fait. Emma Rafovitz. Moi, je pense que c'est évidemment un temps important aujourd'hui, demain également. La parole d'un président de la République est sans doute légitime, je ne la remets pas en cause. Je pense que nous avons raison, et c'est Olivier Faure qui l'a fait, notre premier secrétaire, de saisir l'ARCOM pour faire en sorte que soit décompté du temps de parole de Valérie Hayé les prises de parole. Le temps de parole sera décompté. C'est ce qui s'était passé aussi au moment du discours de la Sorbonne 2.0. Je pense que c'est une bonne chose, évidemment. Moi, ce que je peux remarquer, cependant, c'est qu'il faut apparemment sauver en ce moment Valérie Hayé, que personne ne lui laisse la parole. Entre Gabriel Attal qui lui vole le micro à France Info, Emmanuel Macron qui va enchaîner les prises de parole et les prises de position pendant quelques jours. Moi, je trouve ça regrettable pour le débat démocratique, de voir à quel point une tête de liste est de cette manière dépossédée de son projet politique. Mais effectivement, dans ce moment-là, Emmanuel Macron dira beaucoup de choses, ce sera décompté. De TF1 et France 2, est-ce que la polémique n'est pas une polémique un peu stérile, un peu politicienne? Non, c'est décompté. C'est décompté. Donc je vois pas en quoi ça je vous ne sais même pas, pour être très honnête, non, si ça sauvera. On ne sait pas ce qu'il va dire, cela dit. Je ne sais même pas si ça peut sauver qui que ce soit. Avant qu'il ait prononcé. Il faut le rappeler aux Françaises et aux Français tout de même. Le bilan d'Emmanuel Macron, parce que tout à l'heure, il va aller en effet parler pour Valérie Hayé également. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est aussi la réforme des retraites, c'est la loi immigration, c'est les 49.3 à répétition. Peut-être qu'en allant ce soir sur les plateaux télé, il va surtout rappeler à toutes les Françaises et à tous les Français quel est le bilan, et peut-être les encourager dimanche à rompre ce duel impossible entre le RN et l'UM. Nous verrons ce qu'il dit ce soir. Il y a un enjeu politique tout de même, et à la fois par son implication encore plus grande ce soir et demain, et il y a l'engagement du Premier ministre. C'est qu'il y a clairement un engagement de l'État et du gouvernement dans cette campagne, et donc aussi une nationalisation des enjeux du scrutin. Vous l'avez voulu aussi, bien la sûr, nationalisation. Mais, donc il faut en tirer aussi les conclusions. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire à la fois, comme le fait le gouvernement et le président de la République, et ils ont raison de dire que c'est des élections européennes qui sont fondamentales, peut-être les plus fondamentales qu'il y ait eu, et ne pas en tirer des conclusions politiques en cas de défaite et de sanctions majeures qui seraient infligées à la liste de la majorité présidentielle. Bon, faut pas se fier totalement au sondage, mais s'il était avéré que nous sommes donnés au double de la liste de Valérie Hayé, la liste qui représente Emmanuel Macron, comment dire à la fois que c'est une élection fondamentale et ne pas en tirer des conclusions politiques à l'issue du scrutin? Je pense que là, il y a l'implication du président de la République ce soir, du Premier ministre ces derniers temps, pousse aussi au fait qu'il y ait une vraie question nationale qui se pose. Vous êtes d'accord, Emma Rafovitz? Moi, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est qu'évidemment, le 9 juin, chacune et chacun devra prendre des leçons et finalement retirer quelques leçons de ce qui se passera. Mais ce que je pense surtout, et c'est pour ça que je suis sur votre plateau aujourd'hui, c'est que dimanche, il y a une possibilité pour les Françaises et les Français d'avoir un vote efficace. D'un vote efficace pour la France et d'avoir un vote efficace pour le Parlement européen. Un vote efficace pour la France parce que pour la première fois depuis 2017, on va peut-être casser ce duel horrible entre le RN et les macronistes, et un vote efficace pour l'Europe parce que nous sommes le deuxième groupe au Parlement européen, et nous pouvons devenir premiers demain et vraiment changer la vie des gens.
Mais ce que vous appelez duel horrible, c'est le duel que veulent les Français, c'est la démocratie. C'est le duel qui empêche les jeunes d'aller voter, c'est ce duel-là qui aujourd'hui désespère beaucoup de gens. C'est le duel qui aujourd'hui amène aussi des Françaises, des Français à ne pas manger à leur faim, des agriculteurs à vivre sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est votre bilan également. Merci à tous les deux. Merci Emma Rafovitz, merci Pierre-Romain Thionnet. Vous êtes sur Sud Radio. Allez, dans un instant, nous sommes avec Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent le chef de cuisine Yannick Aleno. Il est 9h56. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.